Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois Benoît Peeters qui, au-delà de ses casquettes d'auteur, de scénariste, de biographe, de réalisateur ou encore d'éditeur, incarne l'entrée de la bande dessinée au Collège de France pour l'année 2022-2023, puisqu'il est titulaire de la chaire de création artistique autour d'un sujet, poétique de la bande dessinée. L'envie de parler de bande dessinée avec lui était donc trop forte, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés. Alors, avec Benoît Peeters, on a parlé ensemble de la manière dont la bande dessinée a pu acquérir une certaine légitimité au fil des décennies, de la place que l'on accordait et que l'on accorde aux femmes dans ce milieu, ou encore d'une autre de ses passions qui l'a mené notamment à travailler avec Aurélia Orita, que j'ai reçue ici il y a quelques mois, la cuisine. Bonne écoute. Bonjour Benoît Peeters. Bonjour. On est chez vous, il y a des livres à peu près partout. Il y a des images aussi. Il y a des images aussi. Est-ce que le genre qui est le plus présent ici, c'est la BD ? Alors en réalité, ma bibliothèque de bande dessinée se trouve à Bruxelles, où sont situés les bureaux des impressions nouvelles, une maison d'édition dont je m'occupe. Ouais. Et je n'ai pas assez de place ici pour toutes les bandes dessinées et tous les livres autour de la bande dessinée. Bon, l'appartement est un peu envahi de livres, mais j'essaye quand même de garder une place raisonnable, notamment pour les images, pour ne pas avoir de ces appartements où on étouffe sous les livres. Vous savez, il y en a où on doit se glisser dans les couloirs, où il y a des livres jusque dans la salle de bain et la cuisine. Ça, c'est pas vraiment le genre. Donc, il y a des livres qui arrivent et puis il y a des livres qui s'en vont. Il y a des séries de BD comme Tintin ou... aujourd'hui, là, je pense à L'Arabe du futur. Bon, c'est la première qui me vient, qu'on a envie, qu'on a tendance à collectionner. Quel rapport vous entretenez avec cet objet livre ? Est-ce que typiquement vous êtes un collectionneur ? Je ne crois pas que je suis un collectionneur. En plus, j'ai déménagé très souvent de Paris à Bruxelles, de Bruxelles à Paris, dans Bruxelles et dans Paris assez fréquemment. En 2016, j'ai été victime d'un incendie. L'appartement que j'occupais pas loin d'ici a été entièrement détruit. Tous les livres qui s'y trouvaient ont disparu. Donc c'est vous dire que si j'étais collectionneur, j'aurais été très malheureux. Bien sûr, il y a des choses que je conserve. J'essaye de conserver à peu près les livres que j'ai faits moi-même et leur traduction. J'ai beaucoup de livres sur RG, de RG, même si je suis loin d'avoir tout. Et puis il y a des auteurs fétiches, des auteurs qui m'accompagnent et dont j'essaye d'avoir le plus de livres possible. Mais je suis peu attentif aux premières éditions, je suis peu attentif au côté fétichisant des livres. Par exemple, même les Pléiades, j'en ai un certain nombre, mais je les annote. Donc, je pense pas que le Pléiade doit rester comme un objet absolument sacré. Et dans certains cas, une bonne édition de poche est tout aussi agréable à emporter. Donc voilà, j'ai pas un fétichisme du livre. Je suis loin d'avoir autour de moi tous les livres que j'ai lus. Par contre, comme tout le monde, j'ai aussi chez moi pas mal de livres que je n'ai pas lus, parfois avec le projet de les lire ou de les relire ou d'y revenir. Vous êtes titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France et votre sujet global, c'est la poétique de la bande dessinée. Est-ce qu'au départ, l'idée était de faire entrer la BD au Collège de France comme un art qui est encore vivant et par définition qui est voué à évoluer ? J'ai répondu à une demande en deux temps. Ouais. En 2020, le ministère de la Culture avait dit que ce serait l'année de la BD, 2020, l'année de la BD. On sait que ça a été plutôt l'année du Covid et du confinement. 3 fois rien. Mais j'ai quand même eu la chance, à l'automne, entre 2 confinements, de prononcer une conférence au Collège de France qui s'appelait « Génie de la bande dessinée », de Töpffer à Émile Ferris. Donc Töpffer début 19e et Émile Ferris très récemment. Et cette conférence, qui est aujourd'hui publiée, accessible en ligne, comme tous les cours au Collège de France, Cette conférence a plu aux nombreux professeurs du collège qui étaient venus y assister, des scientifiques de sciences dures, des historiens, des littéraires. Et donc j'ai eu la merveilleuse surprise
quelques mois plus tard, d'avoir un coup de téléphone de William Marks, qui est titulaire de la chaire de littérature comparée, qui m'a dit « Est-ce que ça te dirait de revenir pour un an, de proposer un cycle autour de la bande dessinée ?» J'ai proposé ce titre poétique de la bande dessinée, ce qui ne veut pas dire poésie de la bande dessinée. Ouais. Poétique, c'est un mot que j'emprunte, bon, il y a Aristote, bien sûr, la poétique, mais plus précisément à Paul Valéry, qui a enseigné la poétique au Collège de France, c'est-à-dire au fond la création artistique. Le faire de la bande dessinée, le verbe grec poiein, c'est faire. Voilà, donc j'ai essayé de parler de la bande dessinée, bien sûr en l'analysant, mais aussi en me plaçant du point de vue de celles et ceux qui la pratiquent, qui la font. Moi, je le fais comme scénariste, mais je suis proche de beaucoup de dessinatrices, de beaucoup de dessinateurs, je les ai observés, et j'ai donc essayé de proposer un discours sur la bande dessinée qui soit d'abord très très illustré, rempli d'exemples, et aussi qui soit assez proche des questions qu'on se pose. Par exemple, quand je parle, dans le dernier cours, de la couleur, je parle vraiment aussi des techniques de la couleur, de leurs évolutions, des coloristes qui sont des personnes souvent sous-estimées. Donc ce n'est pas un cours universitaire et abstrait, même s'il peut par moments avoir recours à des concepts. Alors la couleur, justement, je voulais y venir un peu plus tard, mais faisons-le maintenant. Récemment, j'ai lu une BD qui s'appelle Perpendiculaire au soleil, de Valentine Cuny-Le Calais, qui est en gros le récit de sa correspondance avec un condamné à mort américain qui s'appelle Reynaldo McGurse, qui a reçu le prix BD Fnac, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, que j'ai adoré d'ailleurs. Et c'est une BD en noir et blanc. Comme je savais qu'on allait se voir, mon esprit était un peu plus alerte, mon champ de vision était un peu plus vaste, et je me suis demandé tout simplement quelle place a ou avait le noir et blanc dans la BD, parce qu'aujourd'hui, je trouve, en tant que lecteur à peu près lambda, que c'est largement utilisé. Alors, le noir et blanc et la couleur ont été tous les deux très présents dans l'histoire de la bande dessinée, le sont encore aujourd'hui, et ont donné l'un et l'autre des chefs-d'œuvre. La bande dessinée au XIXe siècle, elle commence plutôt en noir et blanc pour des raisons de reproduction. Ouais. Au début du XXe siècle, dans les journaux américains, elle éclate en couleur. On se souvient par exemple de Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, de Crazy Cat, de George Heyman, qui sont des magnifiques bandes dessinées en couleur. Mais à côté de ça, notamment dans les strips quotidiens, vous allez avoir des séries comme celle de Milton Caniff, par exemple, qui sont en noir et blanc. Plus tard, on verra le travail d'Alberto Breccia, d'Hugo Pratt pour Corto Maltese, de Tardi, qui recourt très très souvent en noir et blanc. Et ça s'est continué. Quand l'édition indépendante est arrivée, donc par exemple le groupe, l'association, beaucoup d'œuvres étaient créées en noir et blanc parce que c'était plus facile à reproduire, c'était moins cher. Et à côté de ça, on voit arriver la couleur directe, donc le plaisir pour des auteurs, non pas de réaliser à part l'opération du coloriage, mais véritablement de lier intimement le travail du dessin et le travail de la couleur. Et à l'intérieur de ce que j'ai développé moi-même, avec Françoise Cuyton notamment, pour Les Cités Obscures, il y a autant d'albums en noir et blanc qu'en couleur. On a vraiment du plaisir dans les deux. Simplement, c'est très différent. Quand vous travaillez pour le noir et blanc, vous travaillez pleinement pour le noir et blanc, c'est-à-dire que vous l'utilisez dans toute sa force de suggestion. Oui, on ne dit pas nécessairement la même chose, j'imagine. Et quand vous travaillez en couleur, généralement, le dessin laisse une place à la couleur. Si on regarde par exemple Tintin, on voit les premiers Tintins qui ont été créés en noir et blanc et qui ont une force propre dans le noir et blanc, parfois même je préfère. Et puis la version la plus populaire des aventures de Tintin, celle qui a permis à la série de conquérir le monde, c'est la version en couleur. Il y a aussi des séries, quelquefois on peut penser à Astérix par exemple, qui ne gagnent pas toujours à la couleur. Il se trouve que Albert Uderzo était daltonien, il déléguait ses couleurs, et quand on voit les planches d'Uderzo, on découvre une beauté du dessin, quelquefois, je dirais, un peu dissimulée par la couleur. Donc la couleur en bande dessinée, c'est une manière de populariser le travail, mais ce n'est pas toujours quelque chose qui la magnifie. Vous venez de prononcer un mot qui est popularisé. À quel public s'adresse la BD au début ? Je crois qu'elle n'est pas tellement ciblée. Alors, je sais pas, dans les années 20-30 aux USA par exemple. Même avant cela, quand on voit dans les années 1830-1840 le travail de Rodolphe Töpfer, ce sont des petits livres qui s'adressent plutôt à un public adulte, avec pas mal de clins d'œil, pas mal de références.
Aux États-Unis, au début du XXe siècle, la bande dessinée paraît dans les journaux et s'adresse à tous. Finalement, elle s'adresse à la famille, mais je dirais plutôt aux adultes qu'aux enfants. En tout cas, elle n'est pas spécifiquement destinée aux enfants. Il se trouve que dans le monde francophone, assez vite, la bande dessinée va apparaître dans des revues destinées aux enfants. Et pendant longtemps, on aura un préjugé qui voudra nous dire que la BD, c'est non seulement une sous-littérature, mais une sous-littérature pour enfants. On sait que souvent les œuvres jeunesse ont été dédaignées. Là, je m'intéresse beaucoup ces temps-ci je m'intéresse à nouveau à Jules Verne. Jules Verne a rêvé toute sa vie d'être reconnu par les milieux littéraires, d'entrer à l'Académie française. Ça lui a été obstinément refusé, non pas parce que sa littérature était mauvaise, mais parce que d'emblée, on avait l'impression que c'était une littérature de divertissement pour enfants. La jeunesse du public lui ôtait d'une certaine façon une légitimité. Et ce manque de légitimité, la bande dessinée en a souffert longtemps. Aujourd'hui, je crois que c'est fini. Aujourd'hui, on a de la bande dessinée pour les hommes comme pour les femmes, pour les enfants comme pour les adultes, pour les intellectuels et les artistes comme pour le tout public. On a les amateurs de manga, les amateurs de comics, les amateurs de franco-belge, comme on le dit quelquefois. Je pense que la diversité, notamment autour du mot de roman graphique aujourd'hui, la diversité, elle est bien là. Et quand on voit un album de Taniguchi, ou un album de Riyad Sattouf, ou un album de Christophe Blain, on ne se dit pas ce sont des albums pour telle ou telle catégorie de public. On voit bien que ce sont des albums, des livres qui peuvent avoir des publics très divers, qui peuvent être lus par des ados, mais qui peuvent aussi être lus par des gens qui ne sont pas d'ailleurs parfois de grands lecteurs de bande dessinée. Quand Maus d'Art Spiegelman, un chef-d'œuvre, est apparu, il y a des gens qui n'avaient jamais lu de bande dessinée et qui disaient oui mais là ça c'est plus une bande dessinée parce que ça traitait d'un thème extrêmement sérieux, la Shoah, la transmission entre un père et son fils, la mémoire, l'histoire, et tout d'un coup la bande dessinée semblait être autre chose que de la bande dessinée. Non, c'était pleinement de la bande dessinée, mais ça permettait peut-être à certains d'oublier leurs préjugés. Vous avez prononcé le mot de roman graphique. Alors, entre ce terme-là, donc de roman graphique, les mangas, les comics, quelle place on leur fait dans ce qu'on appelle la BD ? Alors pour moi, la bande dessinée, qui est une expression qui vaut ce qu'elle vaut, qui est apparue à une certaine époque, qui n'est pas là d'emblée, le terme de bande dessinée est le terme générique. Donc, que ce soit du comics, du manga, du franco-belge, du roman graphique, de l'expérimental, tout ça peut être coiffé par le mot de bande dessinée. J'aime un peu moins l'abréviation BD, mais je l'accepte. Oui, parce que je trouve que ça garde un côté un petit peu péjoratif, un petit peu condescendant parfois, mais ça peut aussi être assumé. Enfin bon, moi j'aime bien le mot, c'est celui que j'emploie le plus souvent, c'est le mot de bande dessinée, et je pense qu'à l'intérieur de la bande dessinée, il y a des familles. Alors ces familles sont parfois compliquées à définir. Par exemple, dans certaines librairies, vous allez avoir une séparation géographique entre manga et bande dessinée. Mais d'un autre côté, si vous prenez le terme de roman graphique, vous allez vous apercevoir qu'un certain nombre de grandes œuvres japonaises sont des romans graphiques. Donc, elles appartiendraient à un genre spécifique, qui serait le roman graphique, et d'un autre côté, elles appartiendraient à un autre genre, qui serait le manga. Et personnellement, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des passerelles. C'est-à-dire, je suis toujours un peu triste quand je vois des gens ne lire que du comics, ou que du franco-belge, ou que du manga, ou se targuer de ne lire que des romans graphiques. J'ai toujours l'impression qu'il y a là l'héritage de préjugés un peu ridicules. Par exemple, certains livres de premier ordre, passionnants, qui s'adressent vraiment au public exigeant, ce sont pleinement des bandes dessinées. On aurait du mal à leur coller l'étiquette roman graphique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de confusion au terme de roman graphique, parce qu'au départ, le roman graphique, c'était quoi ? C'était plutôt un livre épais, unique, et en noir et blanc. Mais par exemple, d'un autre côté, reprenons l'Arabe du futur. L'Arabe du futur, oui, c'est en noir et blanc, oui, c'est d'un format un peu plus petit qu'une BD traditionnelle, mais c'est une série. Alors, est-ce que tout d'un coup, on va dire, non, c'est plus un roman graphique parce que c'est une série ? Ce serait évidemment risible. Alors, vous prenez des œuvres de non-fiction, comme Le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici.
c'est de la non-fiction. Alors, est-ce que c'est un roman graphique ou est-ce que c'est une BD de savoir? Est-ce que le fait qu'elle soit cartonnée en grand format ferait que ce serait plutôt une BD? Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, ce que je retiens, moi, dans l'idée de roman graphique, c'est surtout l'ambition narrative et l'ampleur. C'est pas une BD que vous avez lue en 20 minutes. C'est quelque chose qui vous propose un récit complet. À ce titre-là, même le travail d'Henriette Satouf vous propose au fond une suite de romans graphiques, puisque chaque tome est vraiment une expérience de lecture à part entière. Vous n'êtes pas dans un simple feuilleton qui s'arrêterait sur un cliffhanger en vous disant la suite au prochain épisode. Bien sûr. Voilà. Et dans la série Les Cités Obscures que j'ai faite avec Françoise Skeuten, qu'on a commencé dans les années 80, bien avant qu'on ne parle de roman graphique, ce qui nous rapprocherait du roman graphique, d'ailleurs dans certains pays nous sommes traduits comme si on était du graphic novel, ce qui nous rapprocherait du roman graphique, c'est que chaque récit est autonome, même si l'ensemble des Cités Obscures dessine un méga récit. Mais il n'empêche que vous n'êtes pas du tout tenu de prendre la série, par exemple, dans l'ordre chronologique, dans l'ordre des tomes. Chaque récit vous propose une expérience, et si vous avez aimé, vous renouvelez l'expérience. Parfois, vous retrouvez des personnages secondaires ou des décors, mais il n'y a pas ce caractère, obligatoire d'une succession d'hommes. On avait d'ailleurs le même phénomène dans Tintin, parce que si vous prenez les Tintins, vous pouvez lire Le Lotus Bleu, puis vous lisez Le Secret de la Licorne, puis vous lisez Tintin au Tibet, et vous n'avez pas de manque. Chaque histoire est une histoire. Mais d'autres séries, par exemple celles qui ont été scénarisées par Jean Van Damme, travaillent davantage sur un système feuilletonnant qui peut avoir ses adeptes et ses qualités aussi, bien sûr. Ok, ça se tiendrait là. La bande dessinée, c'est aussi un monde très masculin, que ce soit chez les éditeurs, chez les dessinateurs, chez les personnages aussi, à l'époque. Et aujourd'hui, comment ça évolue, selon vous? Ça a beaucoup changé. C'est un des changements majeurs de la bande dessinée depuis 25-30 ans, et c'est un des changements les plus heureux et les plus importants, c'est la féminisation, qui est une double féminisation. On pourrait même dire une triple féminisation. Féminisation par l'arrivée des autrices. Les écoles ont joué un rôle important de ce point de vue-là. Il y a vraiment une très forte féminisation. Il y a eu une époque où les dessinatrices, on les comptait quasiment sur les doigts des deux mains, et ce n'était pas toujours une position très confortable pour elles, et elles n'étaient pas toujours traitées comme elles auraient dû l'être. Puis donc, est arrivée une nouvelle génération. Cette nouvelle génération a modifié, c'est le deuxième point, la représentation des personnages féminins. C'est vrai que dans la BD traditionnelle, notamment franco-belge, personnages féminins étaient peu nombreux et souvent très stéréotypés ou réduits à des utilités. Ça s'explique parce que c'était plutôt des journaux de garçons, parce qu'il y avait le poids du monde catholique qui craignait beaucoup les représentations un peu séduisantes, etc. Mais c'est un fait quand même qu'on avait peu de personnages féminins forts. Aujourd'hui, ça a changé. Et le troisième phénomène, évidemment, c'est la féminisation du public. Je me souviens très bien qu'à nos débuts, avec Françoise Skeuten, dans les dédicaces, on voyait presque que des hommes. Et quand par chance on voyait une jeune fille ou une jeune femme, c'était généralement pour son père ou pour son fiancé, pour son mari, pour son petit copain. Bon, aujourd'hui, non, on voit énormément de femmes et de jeunes filles qui sont des lectrices de bande dessinée, qui sont aussi des lectrices de manga, et donc cette barrière-là me semble résolue. Ça ne veut pas dire que la bande dessinée et le milieu de la bande dessinée en est tout à fait fini avec le sexisme ou les violences sexuelles. On sait que ce milieu n'a pas été plus épargné que d'autres, et pourquoi d'ailleurs le serait-il? Enfin, je ne dis pas ça pour s'en féliciter, c'est évidemment toujours triste de voir ça, mais il n'y a pas de raison miraculeuse qu'on ait des problèmes dans le théâtre, qu'on ait des problèmes dans la danse, qu'on ait des problèmes au cinéma, et que la bande dessinée se trouve libérée de toutes ces difficultés. Le monde de l'édition, d'ailleurs, n'est pas exempt de sexisme, même si aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes dans des postes importants, et là aussi, certainement, ça change le rapport avec les autrices, ça change le rapport avec le public, avec les thématiques. Je crois aussi qu'on a tous gagné en vigilance, et quelquefois, quand je relis des albums que j'ai écrits il y a 25 ou 30 ans, je me dis, tiens, ça, je le ferai plus tout à fait comme ça. Et je ne le prends pas du tout comme une censure ou une autocensure, mais plutôt comme un éveil. C'est-à-dire,
des choses auxquelles nous étions moins attentifs. Nous avons été amenés à y réfléchir, comme on a pu être amené à réfléchir à un certain nombre de préjugés issus du colonialisme, dans la représentation d'autres peuples, etc. Et aujourd'hui, on fait attention, on ne dit plus, je sais pas, le mot peau rouge de la même façon que chez les scouts dans mon enfance, où on n'y voyait pas malice, mais dans le sens où ce n'étaient pas des sujets qui avaient fait l'objet d'une vraie réflexion intense. Et je crois qu'il faut faire très attention aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent « on ne peut plus rien dire, le wok, le machin ». Je suis assez agacé par cette attitude, parce que je crois que réfléchir sur des sujets sur lesquels on ne s'interrogeait pas n'est pas une mauvaise chose. Après, il peut y avoir en cela, comme en tout, quelques extrémistes qui faussent ce débat, mais le fait d'être en éveil, d'être en attention, d'être soucieux du respect de l'autre, dans des représentations qui circulent largement, ça me semble tout à fait important, et personnellement, ça ne me heurte pas du tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on n'a plus besoin de défendre la BD ? Alors, oui, on pourrait dire ça. Dans la plupart des milieux, donc c'est vrai que j'ai été très très heureux de l'accueil que j'ai reçu au Collège de France de la part de professeurs qui peuvent être des scientifiques, des historiens, des philosophes, et qui n'ont vu aucun mal, mais qui sont eux-mêmes ouverts. C'est une question de génération sans doute aussi. On a vu Catherine Meurice et plus récemment Emmanuel Guibert être élus à l'Académie des Beaux-Arts. Des gens comme Éric Orsena, Pascal Horry parlaient de la bande dessinée à l'Académie française. Donc tout ça c'est très bien. Ça ne doit pas non plus nous illusionner. Il restera des gens réfractaires à la bande dessinée, comme d'autres sont réfractaires à l'opéra ou à certains types de musique, peu importe, somme toute. Et puis, il ne faut pas non plus que cette reconnaissance institutionnelle soit perçue comme un aboutissement. C'est une chose parmi d'autres. C'est très bien, voilà, mais il y a des auteurs qui n'ont pas pour objectif premier d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts et qui peuvent être d'excellents auteurs. Je crois que ce qui compte, c'est que ça reste une forme vivante, diverse, s'adressant à plusieurs types de publics, et qu'on puisse parfois l'analyser attentivement et sérieusement, mais qu'on puisse aussi rester dans une consommation absolument libre. Je crois que les enfants ou les ados, les pré-ados qui se ruent sur certaines séries de mangas qui attendent impatiemment le tome suivant participent tout autant de la légitimité de la BD que moi quand je donne une conférence sérieuse. Et je ne voudrais pas, par exemple, que la bande dessinée entre automatiquement dans les programmes scolaires, dans les cours de français. Ce que j'aime par contre, c'est que si elle entre dans un cours, elle entre avec respect, c'est-à-dire pas simplement comme un exemple, pas juste dire « Ah tiens, on va prendre une illustration pour une page d'histoire du Moyen-Âge, et hop, on prend une BD », comme si la BD était juste quelque chose qui allait faire passer la pilule. Ça, je n'aime pas du tout. Je pense que si on s'intéresse à un film, si on s'intéresse à une pièce de théâtre, si on s'intéresse à une bande dessinée, on s'y intéresse en tant que telle et on la prend au sérieux dans ce qu'elle est. Mais par ailleurs, elle peut parfaitement être un objet de lecture, de pur plaisir, de regard. Certains vont approcher la bande dessinée sur un mode plutôt visuel, d'autres sur un plan littéraire, certains sur un mode thématique. Toutes ces approches me semblent légitimes et ça, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais plaidé pour une approche uniforme de la bande dessinée. Et voilà, j'aime aussi, je sais pas, Titeuf par exemple. Voilà, c'est une autre forme de bande dessinée. Et on peut se réjouir aujourd'hui que des enfants lisent Mortel Adèle, tout comme on peut se réjouir qu'ils aient lu dans une autre génération Harry Potter. C'est tout ce qui participe de la vie du livre, du plaisir de la fiction, de l'entrée de l'imaginaire, sont des dimensions qui me ravissent. Et bien sûr, une partie d'humour, d'irrévérence, de potacherie peut faire partie de la bande dessinée, et ça n'empêchera pas qu'elle ait d'autres terrains et d'autres formes d'expression. Moi, j'ai fait avec Skuyten des BD à tonalité plus sérieuse, un peu d'humour dans le travail que j'avais fait avec
Aurélia Aurita comme un chef, mais en tant que lecteur, je suis ouvert à des formes de bande dessinée très différentes de celles que j'ai pratiquées. Il y a de l'émotion maintenant, voilà. On a déjà il y a de l'autobiographie, il y a du reportage, il y a de l'engagement politique, il y a du savoir, il y a de la pédagogie. Toutes ces dimensions peuvent cohabiter, et le tout, c'est qu'on ne soit pas simplement dans des travaux de commande ou d'opportunisme. Par exemple, des gens qui disent « Ah oui, avec la BD, on va faire passer telle ou telle chose. » Bon, je ne suis pas sûr qu'une bande dessinée expliquant la réforme des retraites ferait avancer grand-chose. Voilà. Dans votre carrière, dans ce que vous faites en tout cas, vous oscillez beaucoup entre la réflexion et la création. Qu'est-ce que ça dit de vous, ça ? Ça dit que j'ai eu des goûts très divers dès l'enfance et l'adolescence, et que je les ai gardés. Déjà, je n'ai pas voulu choisir entre le travail de création, de fiction, et le travail de réflexion. Donc, c'est des choses que j'ai toujours pratiquées en parallèle. Et par exemple, j'aime écrire des scénarios, mais j'aime aussi écrire des biographies. Je l'ai fait plusieurs fois, et souvent sur des personnages qui n'avaient rien à voir avec la bande dessinée. Robespierre, Derrida, Paul Valéry, voilà. Alors, j'ai simplement eu la chance de ne pas devoir renoncer à une partie des choses que j'aimais, mais je développais cela de façon très différente. C'est-à-dire que certaines bandes dessinées ont eu un grand succès, ont été très traduites, etc. Et certains travaux de recherche sont un peu plus confidentiels, n'atteignent pas le même public, mais ce n'est pas mon but. Et la chance que j'ai eue de pouvoir vivre de mon travail, dans sa diversité, puisque c'est le travail, c'est aussi parfois des conférences, un livre de commande, une bande dessinée, un essai. Toutes ces choses m'ont laissé une certaine liberté, et je ne me suis pas dit je vais me concentrer sur ce qui marche. J'ai surtout tenu à me concentrer sur ce qui me passionnait à un moment donné. Et aussi, ces expériences se sont nourries l'une l'autre. Par exemple, quand j'ai travaillé 3 années durant à la biographie du philosophe Jacques Derrida, j'ai lu énormément, évidemment, Derrida, mais beaucoup de choses autour de lui. Et par exemple, j'ai mieux compris la guerre d'Algérie. J'ai mieux pénétré le monde du judaïsme. Je me suis intéressé à travers Derrida à ce qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire au succès de la pensée française aux États-Unis, etc. Et donc, toutes ces choses, et bien d'autres, les rencontres que j'ai faites à l'occasion de ce livre, me nourrissent. Et parfois nourrissent d'autres travaux. Et se retrouve même un élément d'une recherche biographique peut tout d'un coup nourrir un scénario. Et ça a été une joie. J'ai toujours eu l'impression que si j'avais été un pur scénariste de bande dessinée, je me serais épuisé à un moment. C'est-à-dire que je n'aurais plus de sujet aussi nécessaire, aussi fort, parce que je serais devenu une machine à produire du scénario, ce qui m'aurait, je crois, ennuyé ou pas convenu. Donc voilà, cette diversité, je la revendique et j'en suis heureux, et j'ai l'impression que petit à petit on l'a accepté. Mais il est vrai qu'à une époque, des gens me disaient « Ah tiens, ça ne vous gêne pas d'avoir un homonyme qui a écrit... » Alors parfois c'était un homonyme qui a écrit de la BD, d'autres fois c'était un homonyme qui a écrit des choses sérieuses, comme si c'était inconcevable qu'on fasse les deux à la fois. J'ai l'impression que les mentalités ont pas mal évolué à ce point de vue-là, et en tout cas, moi, je n'en souffre pas, et je crois que je n'en ai jamais souffert. Il y a un homonyme à vous qui s'intéresse à la cuisine, qui s'appelle Benoît Peters, je ne sais pas si vous le connaissez. Parmi, j'imagine, vos goûts qui sont très divers depuis l'enfance, il doit y avoir cette cuisine, c'est peut-être vous qui me le direz, mais vous avez fait, en 2018, je crois, comme un chef, une bande dessinée, où vous racontiez votre première expérience, disons, dans ce milieu, qui était dessinée par Aurélia Aurita, qui est déjà venue derrière ce micro. Aurélia Aurita est une amie depuis très longtemps, et nous avions entre autres goûts communs la cuisine, et donc j'ai été très heureux de faire avec elle ce qu'on a appelé une autobiographie culinaire, donc raconter la découverte de la cuisine et la pratique que j'en ai eue pendant mes jeunes années, quand j'étais fin d'études, que mes parents ne voyaient pas d'un très bon œil mon évolution, et donc m'avaient plus ou moins coupé les vivres, et donc j'ai pratiqué la cuisine aussi comme cuisinier à domicile. Je continue à la pratiquer non professionnellement assez régulièrement dans votre vie. Et j'ai eu la chance d'ailleurs de faire un livre d'entretien aussi avec un des plus grands chefs français, Michel Guérard, un des inventeurs de la cuisine. Donc la cuisine,
Je pense que d'abord, pour beaucoup d'entre nous, la cuisine, c'est une chose quand même assez présente, qu'on la pratique ou qu'on la pratique pas. En tout cas, nous mangeons. Moi, j'ai aimé préparer ce qu'on mangeait, je m'y suis intéressé. Et c'est vrai que j'en avais jamais parlé dans mon travail de bande dessinée, mais mes proches savaient que c'était un sujet qui m'intéressait. Et donc, ça a été une joie de faire cet album au ton un peu plus léger, au ton un peu plus humoristique, un peu plus comédie, qui est peut-être une chose que je n'ai pas assez pratiquée jusqu'ici. Et ça reste une passion, et ça a été l'occasion même de raviver cette passion. Je me souviens qu'avec Aurélia, quand le livre est sorti, les éditions Casterman nous avaient dit « mais ce qui serait bien, c'est qu'on reçoive quelques journalistes autour d'un repas que tu aurais préparé. » Donc Aurélia a contribué, elle a fait les desserts, moi j'ai fait la partie salée du repas, et donc les gens voyaient que c'était pas du bluff. Enfin, je dis pas que le repas que j'ai préparé, je ne dis pas qu'il était exceptionnel, mais enfin je pense qu'il a été apprécié, et c'était drôle, c'était une manière aussi un peu différente de montrer cette passion. Voilà, mais d'autres vont se passionner pour le jardinage, ou être des bricoleurs hors pair, ou de grands sportifs, ou comme des artistes visuels vont avoir une passion pour la musique. On a vu beaucoup de dessinateurs de BD à une certaine époque qui formaient des petits groupes musicaux avec parfois du succès. Voilà, moi c'est la cuisine qui a représenté ce volet un peu hors travail. Il est resté un volet hors travail, mais par le fait même que je l'ai intégré à un récit, à un livre publié, évidemment ça a commencé à faire partie du travail. D'ailleurs, peu après, ou à peu près à la même époque, j'avais donné une série de cours au Musée des Arts et Métiers, donc j'ai donné 3 ans de suite des cours, et une année était sur la cuisine, sur une sorte d'histoire de la cuisine plutôt française de Vatel à nos jours. Et donc là aussi je me suis replongé dans un certain nombre de lectures, et je suis devenu beaucoup plus érudit sur la cuisine que je l'étais. C'était un véritable intérêt, mais c'est vrai que quand on travaille sur une matière, tout d'un coup, on s'enrichit, j'oserais dire, on se nourrit de ce qu'on fait, de ce qu'on lit, de ce qu'on aime, et donc voilà, c'est amusant, parce que la cuisine, c'était un petit peu une activité hors système pour moi, c'est comme un à côté, mais brusquement, à travers le livre d'entretien avec Guérard, l'album avec Aurélia Orita, et cette série de cours qu'on peut encore retrouver en ligne, tout d'un coup, la cuisine a été intégrée. Mais je ne suis pas devenu pour autant un critique gastronomique, ce n'est pas mon ambition. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Alors, je dirais une lecture très marquante des dernières semaines. C'est un très gros livre. C'est le premier tome de la biographie de Kafka par Rainer Stack. Donc, c'est un homme qui avait fait l'édition des œuvres complètes de Kafka, qui a consacré 20 ans à cette biographie qui paraît aux éditions du Cherche-Midi et qui est absolument fascinante. Elle est fascinante parce que Kafka est fascinant. Elle est fascinante d'intelligence et de qualité de documentation, et elle est fascinante par le plaisir de lecture qu'elle distille. Comme je me suis moi-même beaucoup intéressé à la question de la biographie, j'y ai trouvé encore un intérêt supplémentaire dans la manière d'aborder le genre biographique et de lui donner de nouvelles lettres de noblesse. Alors, dans ce tome, on ne couvre que 5 années de la vie de Kafka, en 800 pages, plus de 800 pages, donc ça pourrait sembler fou, et pourtant, je vous assure, on ne s'ennuie pas. Il faut sans doute quand même un petit peu s'intéresser à Kafka. Oui, bon. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Merci beaucoup, Benoît Peeters. Merci à vous. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine.